le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire. Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, on est à Surfing Bitcoin, il y a du soleil, il fait chaud, mais l'ambiance est Il fait chaud, bonne. hein. T'as bronzé un petit peu ? J'ai passé des bonnes vacances. Un petit coup de soleil. Au soleil, ouais, il fait chaud aussi. C'est vrai que là c'est sympathique, c'est ta première fois ? Non, tu étais là l'an dernier, il me semble. C'est ma troisième fois. Troisième fois, J'avais ok. pas fait la première édition, mais j'ai fait les trois Toutes les autres éditions, depuis, ok. Un petit mot sur Surfing Bitcoin ? Franchement, moi j'aime bien. Chaque fois, c'est à la fin des vacances, avant la rentrée, donc c'est un bon moment de l'année. Et puis, moi j'aime bien. C'est une conférence un peu spéciale dans le sens où c'est pas vraiment tech. Il y a un peu de la tech, mais tu vois, c'est pas très focus tech. Et c'est pas non plus que des blabla. Où tu vois, il y a un bon mix, je trouve, qui parle de politique, d'économie, de légal et de tech. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir. Et puis tout le monde est super détendu, donc j'aime bien. C'est vrai qu'on est sur une ambiance très sympa, 2 mètres de la mer. Exactement. Franchement, c'est une conférence à faire. Bitcoin maximaliste ou pas du tout, hein, d'ailleurs, je pense que c'est assez ouvert. C'est assez ouvert, ok, c'est Bitcoin, mais ça reste ouvert. Non, franchement, super conférence. Charles, est-ce que tu peux te présenter en 1 minute ? Yes, je vais faire ça. Donc, Charles Guillemet, moi je suis le CTO de Ledger. Mon background c'est la cryptographie et la sécurité. C'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai 12 ans. Ok. À l'époque, c'est mon premier contact avec les ordinateurs. J'ai eu un ordinateur à ce moment-là et c'était mon premier jeu de comprendre comment les choses fonctionnaient et voir si on pouvait pas les hacker. Donc c'était mon hobby, c'est devenu mon travail longtemps après. J'ai étudié les maths fonda, l'informatique et la cryptographie. Et ensuite, j'ai travaillé toujours dans ce domaine-là, à la fois designer des solutions de sécurité, à la fois essayer de les casser. Au final, on se rend compte que c'est un peu la même chose. J'ai rejoint Ledger en 2017. À l'époque, c'était une petite entreprise, on était une quarantaine de personnes, en plein milieu du bull run de 2017. Et à l'époque, j'ai rejoint Ledger pour créer le département sécurité de Ledger, qu'on appelle maintenant le Donjon. Le Donjon, le fameux. C'est moi qui ai créé ça. Et donc, la mission principale du Donjon, c'est vraiment d'améliorer la sécurité de nos produits. Et donc, pour ce faire, ils essaient de les casser, quoi. Vraiment, c'est ce qu'ils font au jour le jour. Après, j'ai créé une équipe autour de la certification de nos produits. Donc, nous, ce qu'on vend, c'est vraiment la promesse de la sécurité. Après, c'est un peu facile de faire des promesses. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter davantage de garanties. Et c'est là qu'on a eu un peu l'idée de passer dans des certifications de sécurité. Et je suis devenu CTO en 2019. À l'époque, on était en plein bear market après 2017-18, quoi. Et à l'époque, l'entreprise n'était pas très grande et je dirais qu'il y avait une cinquantaine de personnes dans la tech. Et ensuite, on a eu 2020, 21, 22, où il y a eu vraiment l'hypercroissance de Ledger. Et là, on est passé, maintenant, au global, dans Ledger, on est autour de 700. Et dans la tech, on est autour de 300. Je dirais le mix à peu près moitié-moitié de tech. Ok, donc effectivement, c'est un beau bateau, Ledger. Exactement, ouais. J'étais en train de réfléchir et je me dis qu'en fait, tu n'es pas rentré dans la crypto au final pour la spéculation ou pour l'argent, comme un peu tout le monde. Tu es rentré via vraiment la cryptographie, j'imagine. Exactement. En fait, même la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était en 2011. Donc, c'était un peu au début. Et j'avais un de mes amis qui parlait de Bitcoin tous les jours. Ouais, vraiment, il était un peu monomaniaque de Bitcoin. Comment il va aujourd'hui ? Je vais en reparler, je vais y venir. Et lui, il minait avec son ordinateur, parce qu'à l'époque, il y avait pas la difficulté était vraiment basse. Oui, c'était au CPU, de toute façon, à l'époque. Il n'y avait pas d'ASIC, de toute façon, effectivement, ouais. Tu pouvais avoir un bloc en quelques heures, jours, tu vois, c'était jour. Et donc il parlait de ça tout le temps. Au final, j'ai fini par regarder. Je me suis dit, je vais m'intéresser à ce truc-là. Et mes études de cryptographie n'étaient pas très très loin, disons. Donc je me suis vraiment attelé à la partie vraiment cryptographie, consensus décentralisé, le problème du double spending, tout ça. Et genre à la fin, j'étais un peu mind blown. Et d'ailleurs, c'est le retour que je lui ai fait. Je fais franchement, ce truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais en fait, quel problème ils essaient de résoudre en fait ? Je vois pas le use case. C'est vraiment ça mon retour. Mon retour, ça a été technologiquement, ce truc, c'est mind-blowing, top, mais ça sert à rien. Je lui avais dit tout court, okay. un truc de ce genre-là.
Et du coup, bon, lui, il minait à cette époque-là. Pour la petite histoire, il a gardé ses bitcoins, il les a jamais vendus, il les a toujours. Wow. Donc on parle de bitcoins de 2011 qui n'ont jamais été dépensés. Incroyable. Exactement. Et, ils sont plus fongibles ces bitcoins, attention. C'est clair. Et du coup, il n'y avait même pas Bit39, il n'y avait pas les 24 mots, etc. à l'époque. Et moi j'ai rejoint Ledger en 2017, donc à ce moment-là ça a bien fait marrer. Et effectivement je suis rentré dans la crypto, les cryptos et dans les cryptocurrencies, vraiment par l'axe sécurité, quoi. Sécurité, cryptographie évidemment ça fait partie de la sécurité, mais vraiment par cet axe-là. Ma carrière avant c'est pas du tout les cryptos. De toute façon il n'y avait pas trop d'industrie avant non plus. Et à l'époque j'étais pas vraiment non plus passionné. Je commençais à m'y intéresser un peu plus, toujours pas par la spéculation, mais plus je voyais qu'il y avait beaucoup plus de recherche et d'activité sur les aspects techniques et technologiques. Donc encore une fois, je suis vraiment rentré par l'aspect technologique et au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre quel était use case, à quoi ça servait, ce qu'on pouvait faire avec, et donc maintenant, j'ai plus de doute là-dessus. Ok, bon, t'as trouvé le use case. Je rassure tout le monde. Est-ce que t'as une citation qui t'accompagne dans la vie? Ouais, je pense qu'il y en a plein. J'aime bien celle genre ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc ça c'est un peu l'idée il y a plein d'idées très complexes, etc. Et souvent, si tu arrives à les résoudre dans un truc vachement plus simple, de simplifier le problème et de rendre le truc clair, et là, c'est que tu as vraiment complètement résolu ton problème. J'aime bien cette idée de la simplicité. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres qui me viennent en tête comme ça, de bout en blanc, mais voilà. Est-ce que la simplicité, c'est important chez Ledger ? Moi, je pense que c'est important tout le temps dans la vie, et chez Ledger en particulier, et dans la crypto encore plus, parce que les cryptocurrencies, etc., c'est des choses qui sont technologiquement, intrinsèquement très complexes. Et en fait, ce qu'on veut faire dans cet écosystème, c'est la masse adoption, c'est faire en sorte de faire des vrais use cases qui résolvent des problèmes des gens et qui sont intéressants. Et si on est toujours dans des systèmes très complexes, il y a la masse adoption, ça arrivera jamais. Ma mère, elle utilisera jamais les cryptos si on reste dans ce niveau de complexité. Donc effectivement, la simplicité, c'est un truc qui est important à Ledger. Au moins, celle qu'on montre à nos clients. Parfois, rendre les choses très simples pour les utilisateurs, ça veut parfois dire des choses très complexes derrière, mais à la fin, la simplicité est importante. Ouais. On va faire une petite transition et on va parler de ton expérience. Mais déjà, la cryptographie, c'est quoi ? La cryptographie, je dirais que c'est la science du secret, quelque chose comme ça. Et en grec, ça veut dire caché, crypto ? Crypto caché et écrire, voilà. Donc c'est vraiment la science du secret. Et donc l'idée c'est de pouvoir communiquer, prouver sans que d'autres, enfin les non destinataires puissent accéder à cette information. Et c'est vu, hein, les premiers chiffrements, c'est chiffrement de César où on intervertit des lettres dans un ordre bien précis, etc. Et après il y a eu toute une science qui a avancé et maintenant c'est basé sur des mathématiques qui sont complexes. Et globalement, il y a deux grands use cases de la cryptographie. C'est donc d'abord chiffrer. Donc là, envoyer des messages. Donc moi, on a une clé qu'on connaît tous les deux, et j'envoie des messages chiffrés avec cette clé. Et les gens qui observent cette communication, ils comprennent rien. Et nous, on est les seuls à pouvoir comprendre. Donc ça, c'est toutes les parties chiffrement. C'est un truc qui est pas très utile dans les crypto-monnaies, mais c'est un truc qui est utile pour plein d'autres choses. Quand tu fais du Signal ou du WhatsApp, là, tu fais vraiment du chiffrement de bout en bout, c'est ça, chiffrement de bout en bout. Et ensuite, tu as toute la partie prouver, et donc là, c'est faire des signatures, et donc là, tu vas prouver des choses, et donc là, c'est la cryptographie asymétrique. Donc là, tu as une clé publique et une clé privée. La clé publique, elle peut être publique, tu la partages à tout le monde. Ta clé privée, tu la gardes à toi, et tu vas être le seul à pouvoir prouver que tu connais cette clé privée en signant des messages. Et tout le monde peut les vérifier à condition qu'ils connaissent ta clé publique. Et en fait, ça, c'est un truc qui est vachement important, qui permet plein de choses, et notamment de signer des transactions pour Bitcoin, Ethereum et autres. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre sa clé privée, parce que sinon, tout le monde peut prouver comme toi. On y arrive, la clé privée, ne pas la perdre. On va parler de Ledger Recover, mais avant, c'était quoi l'idée derrière Ledger Recover ?
Alors comme je disais un petit peu juste avant là, faire en sorte d'avoir des UX qui soient simples, permettre la masse adoption, enlever tous les points de friction que les utilisateurs ont, c'est un truc qui reste super important, et je pense que tant que l'écosystème en général ne résout pas ce problème-là, on n'aura pas de masse adoption, quoi. La masse adoption, elle arrive avec une UX vachement plus simple, beaucoup moins de friction, et pas à devoir se préoccuper de trucs trop compliqués. Et quand on réfléchit un petit peu, et le deuxième constat, c'est que aujourd'hui, les solutions simples, elles sont sans self-custody. Tu fais confiance à un tiers et tu restes dans le mode Web 2 que tu connais bien. Mais ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, dans le sens où la crypto, la vraie révolution, c'est de vraiment posséder ses data, vraiment posséder ses assets, être capable de prouver des choses, etc. Si tu mets tes bitcoins ou tes NFT chez Coinbase ou Binance, et que tu ajoutes un compte, en fait, t'es pas autant spéculer sur des stocks, et puis voilà, c'est la même chose. On n'est pas du tout dans la révolution de la crypto, quoi. Donc la self-custody et les obstacles à la self-custody, quand on regarde un petit peu dans le détail, moi j'en vois plusieurs, mais le premier, c'est pendant l'onboarding, tu as tes 24 mots, tu génères ton secret, ta clé privée maître, disons, avec laquelle on va dériver toutes tes clés privées pour toutes les différentes blockchains. Et celle-là, c'est celle qui te donne accès à tous tes assets. Donc si jamais tu la perds pour toujours. Si jamais un attaquant met la main dessus, c'est fini, il va pouvoir signer toutes les transactions à ta place. Donc il faut la garder confidentielle et il faut ne pas la perdre. Donc pour la garder confidentielle, elle est générée à l'intérieur de nos device ledger, et on signe les opérations à l'intérieur du device, de sorte que donc là elle est bien dans un endroit sécurisé, il n'y a pas de problème. Par contre, on a aussi besoin d'un backup, dans le sens où si tu perds ton device, si jamais tu le passes à la machine à laver, il faut quand même que tu puisses les magnifiques petites fiches Ledger. Exactement. Donc, ce qu'on met dans le carton, c'est une petite fiche en papier dans laquelle tu vas écrire tes 24 mots et les stocker là où tu peux, là où tu veux. Avec ses risques et périls qui en découlent. Exactement. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc en fait, quand on réfléchit un petit peu, ça, c'est un vrai point de friction. Et comment tu fais pour résoudre ce point de friction? Bon, si toi, tu es vraiment à l'aise et que tu aimes bien ce truc-là, tu peux continuer à faire ça, il n'y a pas de problème. Après, quand tu réfléchis aux nouveaux utilisateurs, ils sont choqués par ce truc. C'est quoi ces 24 mots? J'en fais quoi? Je les mets en photo dans mon téléphone, je prends un screen du téléphone. C'est des trucs qui arrivent. Ce qui arrive très souvent. Exactement. On se dit, c'est très souvent. Et du coup, on s'est dit, on veut essayer de résoudre ce problème-là. Et comment on peut faire? Là, il y a plusieurs idées. Typiquement, il y a des idées qui sont assez intéressantes sur les blockchains Ethereum, avec l'idée d'avoir des guards et tous les systèmes de recovery que tu as autour de Account Abstraction, qui sont des choses que je trouve assez intéressantes. Donc là, c'est du social recovery. Tu vas faire confiance à différents. Mais par contre, c'est très Ethereum-based, quoi. Ça marche sur Ethereum. C'est Ethereum et le reste. Nous, à Ledger, on est agnostique de ça, des blockchains. Et quand tu as tes 24 mots, tu as accès à toutes tes chaînes. Donc on voulait un service qui résolvait le problème pour toutes les chaînes. Si tu veux faire du recovery social sur Ethereum, tu peux le faire avec les device ledger, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et donc du coup, on s'est dit comment on peut faire, quel est le seul truc qui t'identifie toi et qui te donne accès à tes assets, c'est ton identité en fait. Donc on s'est dit, on va faire un service dans lequel tu lies ton identité à l'accès à ta clé privée. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Recover. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi à quoi ça ressemblait, l'idée c'est que pendant ton onboarding, tu vas générer tes 24 mots à l'intérieur de ton device. Et si tu décides d'utiliser ce service, tu vas souscrire au service. Donc déjà, c'est un service payant, évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que on va associer ton identité, donc tu vas montrer ta carte d'identité, tu vas montrer ton visage, on va vraiment t'identifier de manière forte dans le service là. Et ensuite on va prendre tes 24 mots et on va faire de la cryptographie qui va bien, qui consiste à prendre les 24 mots, les chiffrer, donc les rendre impossibles à comprendre pour quelqu'un qui observerait des messages, les couper en 3 morceaux avec un truc qui s'appelle Shamir Secret Sharing, enfin une variation de ça, et on fait un 2 parmi 3 et on envoie chacun des shards à 3 partenaires, donc un qui s'appelle CoinCover, l'autre qui s'appelle Escrow Tech et un autre qui s'appelle Ledger.
On fait des... Ils ont que 2 parties de chaque. Exactement. On fait des authentifications mutuelles avec chacun, histoire que personne puisse intercepter, modifier. Bon, toute la cryptographie, tout ça est très sécure. Et ensuite, 2 parmi 3 suffisent pour recombiner ta clé. Donc tu fais ça au moment de ton onboarding, tu souscris au service et il y a tout ça qui se passe. Donc sur ton device, tu dis oui, je veux bien initier la procédure de backup. Tu acceptes tout ça sur ton device et les processus cryptographiques qui envoient les clés ont lieu. Les shards sont backup dans chacun des providers et ensuite tu peux utiliser ton device normalement de la même manière que si tu n'avais pas utilisé ce service. Et si un jour tu perds ton device et que tu n'as pas backup tes 24 mots ou que tu n'as pas tes 24 mots parce que tu voulais même pas savoir ce que c'était ces 24 mots, et ben tu pinges ce service-là, donc tu t'authentifies auprès de du service qui va revérifier ton identité et ton visage et s'assurer que c'est bien toi. Et si tout est OK, tu vas pouvoir récupérer 2 shards parmi 3, puisque on a dit c'est un 2 parmi 3, qui vont être recombinés à l'intérieur du device pour reformer ta clé et que tu retrouves l'accès à tes comptes. Voilà un petit peu l'idée du service. Petite question, les 24 mots quand ils sortent, c'est la ledger c'est le device directement qui va crypter les mots ou c'est vous sur un step différent? Alors il y a 2 niveaux de chiffrement et les 2 se passent à l'intérieur du device. Oui. Donc c'est-à-dire même si toi tu le voulais via Ledger, en fait tu ne peux pas ouvrir la clé quoi. Non, pas du tout. Non, enfin, déjà, on n'a que des shards, on n'a que des tiers de shards. Donc, un tiers de shards, c'est 0 information. Et ensuite, tout ça est chiffré. Chiffré avec une clé qui est dans le device et chiffré pendant le secure channel. Donc, on authentifie les 2 parties, on fait un chiffrement. Et ensuite, c'est stocké dans un HSM. Et les HSM, ils ont, enfin, c'est une autre enclave qui est sécurisée, quoi. Dans les nombreux 24 mots que j'ai malheureusement parce que je suis assez un peu parano, effectivement c'est une technique Shamir que j'utilise énormément, mais c'est difficile quoi. Enfin à mon étape à moi, c'est chiant, il faut faire attention là où tu la mets, te passe sur dire. Et même si jamais moi je pars du principe que au pire des cas, pourquoi c'est intéressant, tu vois, pour moi. Ça va être de me dire, même si jamais il y a un endroit où quelqu'un, allez hop, me tape le coffre-fort, bon bah il a 2 tiers de la clé, mais il me reste toujours un tiers, hop, j'ai le temps d'aller me sauver, bon laisser après. Du coup, ça c'est pas tout à fait un Shamir, dans le sens où, c'est un 2 parmi 3, j'imagine tu as dû faire 16, et c'est pas les mêmes, du coup 2 parmi 3 permettent toujours? C'est ça, exact. Okay. J'ai divisé 1, 2, 3, dans un coffre je mets 1 et 2, 2, 3 et 1, 3, voilà, comme ça. Mais ça, c'est pas tout à fait un Shamir dans le sens où un vrai Shamir, celui qu'on récupère, quand tu récupères une shard, t'as pas 2 tiers t'as 0 en fait. C'est comme si t'avais 0, t'as 0 information. Alors qu'est-ce qui fait que la shard elle s'ouvre? C'est quand t'as la deuxième en fait. Quand t'as la deuxième, tu les recombines ensemble, mais okay, il faut déjà avoir exactement. Les deux pour que... Ok. Exactement, c'est la différence. Mais ceci dit, brute forcé 8 mots, ça fait 8 fois 11, ça fait 88 bits, c'est très très difficile aujourd'hui. Et de toute façon, en général, quand t'apprends, au bout d'un moment, tu sais que t'as un tes safe qui est fumé, bon bah hop, allez hop, tu changes tout. Et je t'ai dit, 88 bits de sécurité, aujourd'hui c'est pas tractable. Demain, peut-être pour des centaines de millions, mais c'est beaucoup quand même. 88 des centaines de millions carrément, ouais. 88 bits c'est beaucoup, hein, à brute forcé c'est pas simple. Alors, donc la cible du nouveau produit, les Recover, on en a parlé. Il y a eu une polémique à ce sujet qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, nous on avait prévu de lancer le service en bonne et due forme, etc., avec une communication associée. Et par contre, on n'a pas maîtrisé notre communication dans le sens où on voulait que nos devices soient prêts, enfin on puisse les utiliser directement pour utiliser Recover le jour du launch. Et du coup, ce qu'on avait fait, ce qu'on s'est dit, on va proposer l'update avant, histoire que le jour où on lance le service, on soit prêt, quoi. Et donc, on met l'upgrade de firmware à disposition sur Ledger Live. Et dans les upgrades de firmware, on fait toujours des changelogs qui expliquent voilà ce qu'il y a dans le nouveau firmware. Et du coup, dans le changelog, il y avait écrit il y a le code qui permet de supporter le nouveau service, sans en dire beaucoup plus parce que c'est juste un changelog, tu vois. C'est une petite phrase. Exactement. Et du coup, au lieu de faire un lancement de produit avec une communication proactive qui explique comment ça marche, etc.,
certains de nos utilisateurs ont regardé cette petite phrase et ont commencé à spéculer sur ce que c'était ce truc-là. Et donc là, il y a eu peut-être 1 ou 2 jours de spéculation complète sur Twitter notamment, où les gens étaient en train d'imaginer ce que était ce service, etc. Ils avaient le nom, donc Ledger Recover, le nom était... Bien sûr, ils avaient le nom, mais après, ils ne savaient pas comment ça marchait, ils savaient pas... Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculation autour de ça et de backlash. Donc ensuite, on est rentré dans une communication réactive à essayer d'expliquer genre pourquoi, qu'est-ce que c'était, comment ça marche, etc. Et là, il y a eu plusieurs types de critiques et d'interrogations. La première, ça a été, non, moi je suis grand, j'aime bien gérer mes 24 mots tout seul et j'ai pas besoin de ce service-là. Et à la limite, ça c'est un truc que je comprends complètement. Moi personnellement, j'ai l'habitude de faire ça. La cryptographie, je connais bien. Gérer ses secrets, je sais quelles questions il faut que je me pose, etc. Probablement ce service c'est pas pour moi, tu vois. Bon, mais je me disais, d'ailleurs c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est ce que j'expliquais à l'époque, si t'aimes pas ce service, tu l'utilises pas et tout va bien. Donc ça c'était vraiment la première question et qui était un peu insistante. Après il y a une deuxième question autour de est-ce que ça change pas le modèle de sécurité, est-ce que ça affaiblit pas la sécurité des produits, etc. Bon là au bout d'un moment, nous c'est notre spécialité de faire des produits de sécurité et on juge que rajouter cette feature, c'est pareil, c'est du même niveau que rajouter une nouvelle blockchain ou supporter un nouveau type de cryptographie dans l'OS. Ça change pas le modèle de sécurité du device et voilà, c'est vraiment notre spécialité, la sécurité. Et ensuite il y a eu un troisième débat autour de mais comment c'est possible en fait d'implémenter ce genre de service avec le device. Et là j'ai commencé un petit peu à réaliser que certains utilisateurs s'étaient fait un peu un modèle mental de je sais pas quel était leur modèle, mais en tout cas ils avaient l'impression que techniquement c'était pas possible d'implémenter ce genre de choses dans le device qui pourraient sortir la clé. Et en fait, quand tu comprends comment marche un wallet, t'as du code qui est updatable, c'est important que ce soit updatable pour pouvoir rajouter des fonctionnalités. Un wallet basique ou un wallet Ledger? Tous les wallets sont comme ça en fait. Dès que tu as un wallet, il va avoir besoin d'accéder à tes clés pour pouvoir faire des signatures, pour pouvoir générer des adresses, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut qu'un wallet soit updatable, parce que sinon, tu peux pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, et surtout, tu peux pas corriger les problèmes de sécurité. Donc, par définition, un wallet a accès aux clés et peut être updaté, c'est la base. Donc, nous, notre modèle, la promesse qu'on rajoute en plus à ça, c'est que à chaque fois que notre OS il va toucher à des secrets, à tes secrets ou au secret de Ledger. Il y a un secret de Ledger dans le device qui s'appelle l'attestation qui permet de prouver que le device est genuine, etc. Bon. À chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, l'OS il te demande est-ce que tu veux bien signer cette transaction? Est-ce que tu veux bien faire l'update de firmware? Est-ce que tu veux bien faire une interaction? En fait, c'est ça le schéma de confiance que l'utilisateur a avec Ledger, c'est celui-là. C'est que à chaque fois que l'OS va toucher à tes clés, il te demande est-ce que tu veux faire cette opération, cette opération, cette opération? Et on essaie de faire en sorte que les opérations soient le plus intelligibles possible à l'utilisateur. Parfois c'est compliqué, typiquement quand tu fais des interactions smart contract avec des trucs un peu louches, tu te retrouves à blind signer parce que tu as juste un exa que tu comprends pas ce que tu signes, donc là tu prends un peu des risques quand tu fais ça, et moi je déconseille de faire du blind signing. Après si tu veux faire des trucs de degen qu'on supporte pas, tu peux le faire. Voilà. Bon, en tout cas le contrat que l'on donne, c'est on essaie à chaque fois que l'OS touche des clés, il va te demander ton avis. Et si jamais tu veux utiliser Recover, l'OS va dire est-ce que tu es sûr de vouloir lancer l'initialisation de ton backup, etc. Donc en fait le schéma était autour de ça, et il y a eu un peu, moi j'ai pas mal fait d'interviews à ce moment-là, essayé de répondre aux questions de la communauté, et j'étais un peu surpris que les gens n'avaient pas compris ça en fait, tu vois. Je me dis qu'est-ce qu'on a raté dans nos explications, quoi. Bon, il y avait ça, et la dernière partie du débat était autour de qu'est-ce qui se passe si les gouvernements veulent accéder. Bon, du coup, nous, au moment où on a designé la solution, on avait un peu pensé à ça, quoi. On y avait vraiment pensé, même pas qu'un peu. Et on s'était dit, pour éviter un petit peu d'avoir des single point of failure, on va faire 3 partenaires. On aurait aimé en avoir plus, peut-être qu'il y en aura plus dans le futur pour justement limiter encore plus, qu'on va mettre dans des juridictions différentes, tu vois, qui limitent un petit peu ce genre de cas. Après, techniquement, pour répondre à cette question-là,
si tu as deux gouvernements différents qui coopèrent et qui demandent la même chose, d'accéder à la charte de telle identité, bon, techniquement, c'est très compliqué à mettre en place, etc. Mais d'un point de vue de l'information cryptographique, les gouvernements qui demandent, de toute façon, les entreprises n'ont pas le droit, enfin, on ne peut pas faire autrement que obéir à la loi. Et ensuite, techniquement, une fois que tu as des deux chartes, tu peux les recombiner pour accéder à la cible. Donc, si dans ton modèle de pensée, tu veux complètement éviter que à tout moment un gouvernement puisse forcer l'accès à ta cible, tu n'utilises pas le service, c'est simple. Ou alors, tu as aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser la passphrase. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu BIP39, tu as les 24 mots, mais tu peux ajouter un 25e mot. Et le 25e mot, il n'est pas backup par notre service. De toute façon, c'est dans l'esprit de BIP39, le 25e mot, c'est le truc que tu gardes à côté. Donc, tu ne veux jamais le mettre avec les 24 mots, à part dans le wallet, quoi. Donc voilà, il te reste cette possibilité-là. Bon, en tout cas, si les gouvernements qui demandent de saisir des fonds ou de saisir ce genre de choses, généralement, c'est pour les terroristes ou ce genre de choses. Oui, bien sûr, c'est pas pour le monsieur Dupont. Donc, si vous êtes terroriste, je vous déconseille d'utiliser Ledger Recover. Voilà. S'il vous plaît, n'utilisez pas Ledger, tout simplement. S'il vous plaît, ne faites pas de terrorisme, c'est mieux. J'ai aussi vu un autre moyen de ne pas avoir de problème avec le gouvernement, et ils en ont un peu parlé sur Reddit et sur Twitter au moment de la polémique, c'était d'acheter des Ledger Nano S vraiment anciennes, l'ancien modèle. C'est drôle parce que le prix des Nano S que vous ne commercialisez plus... les S, non, les commercialisent plus. A monté suite à ça, c'est assez drôle. Alors, aujourd'hui, on est quelques mois quand même après la polémique. Quel est le bilan ? Globalement, donc on a eu toute cette période de communication, répondre à ces questions, donc que j'ai résumées dans ces 4 grandes questions. Bon, moi je pense qu'on y a plutôt bien répondu. Je pense toujours que ce service a beaucoup de valeur dans l'écosystème pour améliorer la masse d'adoption. Probablement pas pour tout le monde, pas pour moi par exemple. Bon voilà, je sais pas, mais je crois pas que je sois représentatif de l'ensemble de l'écosystème d'aujourd'hui et encore moins de l'ensemble de l'écosystème de demain. Demain, on veut avoir des gens qui sont noobs, quoi, qui sont pas des geeks, qui sont pas des cryptographeurs, tu vois, on veut que ce soit monsieur tout le monde qui puisse accéder à la crypto. Et si on n'enlève pas les points de friction, ils viendront jamais, tu vois, c'est sûr, quoi. Donc je pense que ce service a toujours beaucoup de valeur. Après, donc toute cette polémique, etc., moi, les différents takeaways que je fais, le premier, c'est que, en fait, si on a eu tout ce backlash, etc., c'est que, en fait, Ledger est un truc ultra important dans l'écosystème. Tu vois, si on était... C'est ultra important. Moi, ça me l'a fait réaliser encore plus, tu vois. Du coup, moi, je considère Ledger comme étant, c'est un des acteurs pour moi les plus importants de l'écosystème, avec un Binance, ou avec des acteurs centralisés, mais alors que derrière, chez Ledger, on prône pas vraiment la centralisation, mais ça reste un des acteurs les plus importants. Bon, du coup, ça nous met encore plus de responsabilités et de pas fuck up, de pas faire des grosses erreurs, typiquement sur la sécurité, sur la technologie. Bon, donc ça me met un peu plus de pression. Mais bon, en tout cas, c'est un des premiers takeaways, c'est que la communauté care beaucoup about Ledger. Ledger, c'est vraiment un truc important. Et aussi, du coup, ça nous a aussi forcé à améliorer un petit peu notre process de release et typiquement d'open sourcer encore davantage notre code. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et on a fait un white paper qui explique très dans les détails comment fonctionne Recover d'un point de vue technique, technologique, avec tous les protocoles cryptographiques, etc. Et on l'a partagé. Et on a partagé toute la partie du code qui implémente Ledger Recover. Et dans le futur, on va continuer à open sourcer plus de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment... moi, je suis un... C'était très demandé aussi par la communauté. Je suis un ardent défenseur de l'open source, etc. Si on n'est pas complètement open source, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on utilise des Secure Elements, donc la technologie Smart Card, et qu'on a un NDA avec notre manufactureur de Secure Elements, parce que en fait, quand tu développes un Secure Element, à l'intérieur de ton Secure Element, donc le Secure Element, c'est un circuit électronique vraiment spécialisé dans la sécurité. C'est le même circuit que tu trouves dans tes cartes bancaires et dans tes passeports et dans tes ledgers. Et donc, les manufactureurs de ce genre de circuit, ils ont tout un tas de savoir-faire qui est très pointu, propriétaire, et ils veulent pas que ce savoir-faire fuite, tu vois. Et du coup, le NDA qu'on signe, il nous empêche de complètement partager notre code, parce que dans notre code, il y a
des trucs qui révèlent un petit peu comment fonctionne leur circuit. Tu vois, toutes les couches bas niveau de notre code, en fait, elles utilisent les contre-mesures, enfin tous les aspects de sécurité de notre fournisseur de Secure Element. Et pour cette raison-là, ils veulent pas qu'on le partage. Donc, ceci étant dit, il y a toute une autre partie de notre OS qui ne dépend pas du Secure Element, et du coup celle-là on peut l'open sourcer. Juste la manière dont notre code est architecturé fait que tout est un peu mélangé, donc pour pouvoir open sourcer le plus possible, il faut qu'on réarchitecture, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on peut imaginer un futur à quelques mois ou quelques années avec une Ledger, peut-être un Ledger Stacks ou un autre modèle totalement open source. Totalement, totalement avec des Secure Elements, non. Tu auras toujours besoin de la partie propriétaire au Secure Element qui sera closed source. Mais par contre, le reste de notre OS, on va pouvoir l'open sourcer graduellement. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a déjà une grosse partie de notre stack qui est open source. Et si tu compares avec d'autres acteurs sur le marché qui font des hardware wallets genre open source, au final, c'est un peu un mensonge dans le sens où il y a plein de code du manufactureur qui est dans le device qui est pas open source. Quand tu achètes un cold card par exemple ou un trésor, moi je vais en citer deux histoire de ne pas me faire un ennemi, tu vois, je vais en faire deux. À l'intérieur de leur device, il y a du code qui vient de leur manufactureur qui est ST ou ATECC Maxim et que eux-mêmes ne connaissent pas, tu vois, ils ne connaissent pas. Et un avantage des Secure Elements, c'est bon, déjà si tu laisses un device sur la table, un Secure Element, un Ledger, un ATECC, un Ledger, un cold card, un trésor. Le cold card et le trésor, on sait les extraire. Le Ledger, c'est beaucoup plus difficile parce que dedans il y a un Secure Element. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on achète des Secure Elements. On utilise des Secure Elements. Et une deuxième raison, c'est que vu que c'est très difficile d'extraire et de le modifier, etc., le Secure Element, nous on a des garanties fortes que le code qui tourne dedans c'est le nôtre. Sur un device Trésor ou autre, en fait, tu n'as aucune garantie sur quel est le code qui tourne à l'intérieur de ton device, parce que tu n'as aucune garantie sur le circuit qui le supporte. Surtout qu'on peut se le dire, vous les avez explorés aussi, les trésors et les... Oui, je dis ça en connaissance de cause, dans le sens où on les a étudiés vraiment dans le détail. Il y avait une vidéo, c'est vous qui avez fait la vidéo où vous aviez extrait une seed, c'était au donjon ? Ouais, le donjon a extrait les trésors il y a longtemps, assez facilement. Je pense que tu donnes un device, un trésor au donjon, ils peuvent le sortir en quelques minutes, quoi. Merci d'écouter le Crypto Daily. J'aimerais qu'on parle un peu plus du donjon, ce lieu un peu mystère. Si je crois bien, j'avais écouté dans un podcast, ça s'appelle le donjon parce qu'il faut monter un petit escalier, c'est ça Exactement. Donc dans les locaux qu'on a rue du Mail, dans le 2e arrondissement de Paris. Où je vois d'ailleurs toujours vos employés aller déjeuner parce que j'habite à 200 mètres. Voilà. Bon, c'est des vieux locaux tout en pierre avec des verreries un peu, des verrières plutôt. Et il y a une des pièces qui est au fond. On rentre dans cette pièce et au fond de cette pièce, il y a un truc caché avec un escalier qui monte et en haut il y a une salle et c'est la salle du donjon. Et moi quand je suis arrivé à Ledger, on venait juste d'emménager dans ces locaux et on m'a montré cette pièce. On m'a dit tiens, vas-y, c'est là que tu dois créer le département sécurité de Ledger. Et il y avait rien, il y avait pas de bureau, pas de chaise, pas d'équipe, il y avait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au donjon ? Aujourd'hui, le donjon, c'est une équipe d'une petite dizaine, un peu plus de 10, je pense, sont 12, 13, je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment, leur mission principale, c'est d'améliorer la sécurité de nos produits. Et ce qu'ils font, c'est beaucoup de revues de code, de tous les codes qu'on sort, sur toutes les parties de sécurité en tout cas. Donc à la fois sur nos solutions B2B qui s'appellent Ledger Vault, où là il y a des milliards qui sont sécurisés par nos solutions. Donc dès qu'on update du code, tout ça est revu. À la fois sur nos devices aussi, sur Ledger Recover, là il y a des mois de travail côté donjon. Sur Stacks, quand on sort un nouveau device, c'est pareil. Et en gros, ce qu'ils font, c'est ils reviewent le code, ils vérifient que tout a l'air bien fait, et ensuite ils essaient de faire des attaques, trouver des vulnes et les exploiter. Et dès qu'ils en trouvent, donc travaillent avec les équipes d'engineering pour essayer d'améliorer comment les choses sont faites. C'est toujours mieux que ce soit eux qui trouvent les failles que exactement. Donc ça, c'est principalement ce qu'ils font, je dirais, la majeure partie de leur temps. Et après,
une équipe de sécu, pour toujours rester pertinent, il faut toujours que tu fasses de la R&D et que tu montes un peu ton niveau, tu vois. Et du coup, pour ça, ils vont dans des conférences de sécurité, ils regardent aussi ce qui se passe ailleurs, tu vois. Quand ils étudient un trésor, par exemple, ça leur permet de comprendre comment marchent les autres devices, ça peut leur donner des idées pour attaquer les nôtres, et ça peut aussi leur donner des idées, nous donner des idées de comment mieux sécuriser les nôtres en trouvant des failles sur d'autres. Voilà, donc c'est un peu ce qu'ils font, à la fois sur les devices, sur les software wallets. C'est assez large, en fait, ils regardent un peu tout ce qui se passe dans l'écosystème. Est-ce que tu serais autorisé à dire s'ils ont réussi à ouvrir une ledger? Oui, je serais autorisé. Est-ce qu'ils ont réussi à ouvrir une ledger? Ce que je peux te dire, c'est qu'ils trouvent des vulnérabilités assez régulièrement sur nos produits. C'est mieux quand ils les trouvent avant qu'on sorte les features. Généralement, c'est le cas. Après, ils ont trouvé des vulnérabilités live pendant qu'on était live. Il y en a qui ont été trouvées, elles sont toutes publiées sur le site du donjon. Là, tu vas sur donjon.ledger.com/lsb comme Ledger Security Bulletin. Et donc là, il y a les vulnérabilités qui ont été trouvées. Après, des vulnérabilités critiques qui permettent d'extraire les fonds sans que l'utilisateur soit averti, il y en a pas vraiment eu. Il y en a pas eu. Il y a eu des vulnérabilités dans un cas particulier, en utilisant Miniscript sur Bitcoin, par exemple. Ça, c'est une dernière là, qui a été trouvée, pas par nous d'ailleurs, où tu pouvais croire que tu signes quelque chose alors que tu signes autre chose. Bref, en fait, il faut pas croire que celui qui dit on est 100% sécure C'était la prochaine question. Ça n'existe pas. Nous, on se donne tous les moyens qu'on peut pour être le plus sécure possible. Mais il faut rester humble. La sécurité complète, totale, ça n'existe pas. C'est une question de moyens, c'est une question de temps. De toute façon, au final, la sécurité, c'est toujours une question de... il faut que ça coûte plus cher au hacker que ce que ça va lui rapporter. Celui qui dit que c'est pas que son produit est incassable, il ment. Et nous, il n'est pas passé par le donjon, du moins. Exactement. Et nous, on ne dit pas, ou quand on le dit de manière malheureuse. Mais non, on sait qu'on n'est pas incassable. Mais par contre, vu que ce qu'on vend, c'est la sécurité, du coup, on se donne tous les moyens qu'on peut pour faire en sorte d'avoir le produit le plus sécurisé possible, en essayant de pas trop compromettre l'UX. Parce que à la fin, si t'as un énorme coffre-fort avec 25 murs et pièces à passer, et que le truc est complètement inutilisable, ça devient difficile d'aller pour acheter une baguette de pain avec. Voilà, c'est ça. Du coup, t'as toujours ce compromis d'essayer de rendre le truc la meilleure UX possible avec le bon niveau de sécurité. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui Ledger, ça reste la solution la plus safe du marché? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... après, ça dépend ce que tu dis par safe, mais en tout cas, en ce qui concerne la self-custody pour les utilisateurs finaux, donc si tu compares les wallets software versus les hardware wallets, donc là, il n'y a aucune comparaison. Si tu gardes ton argent sur ton téléphone, désolé, ton truc est cassable de manière très facile. S'il s'agit des hardware wallet, on a démontré que c'était beaucoup plus facile d'extraire l'argent des autres hardware wallets que les nôtres. Donc, moi, je trouve que le trade-off pour la self-custody des utilisateurs individuels, je pense qu'il est très bon. On a un très bon niveau de sécurité. Par rapport à un software wallet, par exemple, l'UX, elle est moins bonne, tu vois, parce que voilà, tu as un device en plus, etc. C'est le prix de la sécurité. Exactement. Après, quand il s'agit du B2B, j'aurais tendance à penser la même chose. Donc là, notre solution s'appelle Ledger Enterprise Services. Et de la même manière, on utilise des hardware avec des HSM. Le fameux Ledger Blue, c'est ça? Donc le Ledger Blue, c'est un des devices qui te permet, quand tu utilises le Vault, qui te permet de t'authentifier à la plateforme et d'accepter, d'autoriser des transactions. Donc typiquement, tu vas pouvoir mettre des règles de gouvernance qui disent tel groupe de personnes a accès à tel compte, tel autre groupe a accès à tel compte, et si tu veux faire des transactions de plus de 1 bitcoin dans la journée, ils vont devoir avoir 3 approbations parmi 5. Bref, les entreprises peuvent mettre toute la gouvernance qu'ils veulent autour dans Ledger Vault. Et de la même manière, je pense que c'est la meilleure solution technologique qu'il y a sur le marché d'un point de vue sécurité. Très clair. Merci beaucoup pour cette partie, Charles. On a fait un petit sondage sur Twitter avant l'interview en demandant est-ce que vous avez des questions à poser à Charles, CTO de Ledger. On en a quelques-unes, donc je vais te les poser maintenant. Quel est l'avenir de votre partenariat avec Banks? Alors, Banks, pour resituer un petit peu, donc quand tu utilises Ledger Live, il y a tout un tas de services qui viennent avec Ledger Live, dans lesquels tu peux acheter des cryptos, en vendre, les swapper, faire du staking, utiliser une carte bancaire. Migrator. D'un coup, toutes les assets, ça les envoie sur une autre adresse.
Oui, ok. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc tout ça, c'est des services, mais c'est pas des services que nous on propose. En fait, c'est des tiers qui proposent des services et nous on met en relation en gros nos clients avec ces services-là. Et parfois, selon le service, on peut prendre une petite fille histoire que les choses soient claires pour tout le monde. Et donc un de nos partenaires, c'est Banks, et lui, Banks, il propose une carte bancaire qui marche de la façon suivante. Tu crées un compte Banks, donc c'est un compte normal disons, et ensuite tu vas top up ta carte en envoyant des bitcoins par exemple. Donc tu vas envoyer 0.1 bitcoin sur ton compte Banks. Donc là c'est Banks qui est en custody de tes fonds. Ok, donc c'est pas sur le ledger. Donc il passe de ton ledger au compte de Banks. Banks utilise aussi nos solutions B2B, donc les fonds sont toujours sécurisés. Pas trop loin de... C'est ça. Et donc tu as un compte Banks et donc 0.1 bitcoin, ça te fait 3000 €, et tu as une carte bancaire et tu as 0.1 bitcoin que tu peux dépenser avec ta carte bancaire. Et en fait, au moment où tu fais ton achat avec ta carte bancaire, c'est à ce moment-là que Banks va vendre l'équivalent de 100 €, donc tu as un paiement de 100 € qui va vendre une partie de tes bitcoins pour pouvoir payer tes 100 €. Et toi, tu fais une transaction Visa tout à fait normale. Aujourd'hui, c'est disponible UK, France, peut-être d'autres pays, j'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas, on n'est pas encore disponible partout parce que c'est des questions de régulation. Donc là, c'est pas mal le travail des banques, justement, de faire accepter sa solution un peu dans tous les pays, etc. Et aujourd'hui, notre partenariat, il est vraiment autour de ça. Après, je sais que Banks travaille aussi sur un token, le BXX. Ça, vous avez rien à voir avec... Nous, on n'a rien à voir avec ces trucs-là. Après, peut-être qu'une idée pour eux, ça serait de faire du cashback en BXX. Bon, tout ça, en fait, encore une fois, c'est eux qui proposent le service. Après, vu qu'on est partenaire, on est partenaire proche, on peut travailler ensemble sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le token de Ledger comme on a pu le voir. Il n'y a pas de token Ledger. Bien sûr. Et effectivement, j'en profite pour rappeler, et je pense que tu vas me confirmer aussi, que même en passant par une carte Banks, on doit déclarer les... Alors, si tu es citoyen français, après ça dépend aussi de ta juridiction, si tu es citoyen français, à chaque fois que tu fais une vente de crypto, donc au moment où tu fais un achat avec Banks, tu fais une vente de crypto, tu dois la déclarer. La fiscalité française est pas très pratique, mais c'est comme ça. Je profite de le dire parce que on tombe toujours sur des gens qui nous disent mais non, ça passe par Ledger, donc ils savent rien et tout. Non. Si tu veux frauder, tu peux. Tu peux essayer, quoi. Mais je le recommande pas, évidemment. Deuxième question, pensez-vous créer une app spécialement pour la carte CL ? C'est pas dans les tuyaux. Après pourquoi pas. Ça dépend parce qu'aujourd'hui c'est une live app, donc à l'intérieur de Ledger Live t'as ton compte Banks et la gestion de ta carte. Après t'as la version digitalisée de ta carte, tu peux la mettre dans Google Play, etc. Bon, en tout cas c'est pas dans les tuyaux. Pourquoi pas dans le futur, mais aujourd'hui c'est pas le plan. De nouveaux partenariats avec des banques prochainement ? On a annoncé un peu un partenariat avec PayPal récemment, qui est un partenariat très différent de celui de Banks, qui consiste à supporter leur stablecoin. Et donc ils ont émis un stablecoin ERC20 PYUSD, ouais, c'est ça. Donc ce qui montre que la masse adoption elle vient aussi via ce genre de partenaire. Et bon, on va en voir de plus en plus. Nous, on n'a pas vraiment de religion. On va faire des partenariats avec tous ceux qui sont ouverts et pour lesquels on pense qu'ils vont ajouter de la valeur. Voilà. Après, des banques en particulier, pourquoi pas, mais voilà, j'en ai pas en tête en tout cas. Avez-vous prévu d'intégrer le réseau Kaspa ? Là, j'avoue que je le connais pas, donc je sais pas répondre. Ce que je peux dire, c'est que nous, en fait, on est assez agnostique, à part pour les scams avérés, qu'on n'intégrera jamais. Pour les autres, en fait, donc il y a ceux pour lesquels on est persuadé qu'il faut qu'on les supporte, et donc là on se donne les moyens de le faire. Donc là on a des règles en interne, genre les top 100 plus le top 50 dans Ledger Live, donc ça c'est nos règles internes. Mais en plus de ça, on a une plateforme ouverte dans le sens où c'est possible pour n'importe quel dev, donc pour Kaspa par exemple. Donc Kaspa, j'imagine qu'ils ont des devs, ils vont sur developers.ledger.com et donc il y a tout un guide qui explique, sur lequel ils vont pouvoir développer l'app sur Ledger Device, sur les Nano.
Nano. Et ils suivent les requirements, etc. Et ensuite, on accepte leur app et on la signe. Elle se retrouve dans le manager de Ledger Live. Et ensuite, la même chose sur Ledger Live. Ils peuvent implémenter le support de Caspa dans Ledger Live. Pareil, ils suivent les requirements qu'il y a sur notre site web. Et une fois que tout est OK, ils ont leur implémentation dans Ledger Live. Donc en fait, ça c'est une bonne stratégie parce qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus de réseaux, de plus en plus de protocoles. Et si on voulait tout faire nous-mêmes, en fait... c'est un time consuming. Exactement. Et en plus de ça, une fois que tu en supportes un, il faut le maintenir parce que les protocoles évoluent, etc. Donc ça, c'est un tournant qu'on a mis en place il y a un peu 18 mois ou 24 mois et ça nous a permis de supporter beaucoup plus de coins avec moins d'efforts quand même. Donc il faut demander, en fait, la personne qui a posé cette question, il faut demander directement aux développeurs de Caspa s'ils ont réussi s'ils ont passé les steps et envoyé les requirements. J'ai une question que je ne comprends pas, mais que je pense que tu vas comprendre. J'espère. Quel standard va s'imposer en MPC pour TSS et penses-tu qu'on va voir du EDDSA ou plutôt du ECDSA pendant encore longtemps? Alors, je peux décrypter la question, je la comprends très bien. Je peux décrypter la question. Donc en gros, le MPC, c'est Multi-Party Computation. Et le TSS, c'est ce qu'on utilise dans le Multi-Party Computation, qui veut dire Threshold Signature Scheme. Donc l'idée, c'est au lieu de signer ta transaction seulement avec ton ledger, tu vas dire je coupe ma clé en 3. Donc ça, c'est faux d'un point de vue cryptographique, mais c'est pour simplifier un peu la situation. Tu coupes la clé en 3, et en 3 ou en plus, mais bon, en 3, et tu vas dire pour faire une signature valide, tu vas faire une signature partielle du message avec un premier signataire, une signature partielle avec un deuxième signataire, et ça suffit pour recombiner et créer une signature valide. Donc ça s'appelle le Threshold Signature Scheme, c'est une sous-branche du MPC. Et c'est assez intéressant parce que tu peux faire de la gouvernance avec ça. Néanmoins, je suis un petit peu critique sur ces trucs-là, notamment parce que ECDSA, qui est le standard de signature qu'on utilise dans Bitcoin, enfin majoritairement dans Bitcoin et dans Ethereum, c'est un standard qui n'a pas du tout été développé pour supporter ces schémas. Et du coup, les protocoles cryptographiques que la recherche a mis en place, a inventé pour pouvoir supporter ECDSA de manière multi-party computation, ils sont un petit peu bancals et ce qu'on voit, c'est que régulièrement, il y a des vulnérabilités assez importantes qui sont trouvées. Donc, moi, je ne serais pas d'avis de recommander d'utiliser ces schémas de signature sur ECDSA. EDDSA, c'est un petit peu mieux. Okay. Et pour finir, les meilleurs protocoles de signature qui permettent de supporter le TSS, donc Threshold Signature Scheme, ça va être Schnorr. Donc, Schnorr qui est supporté sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, tu peux signer soit avec ECDSA sur SecP 256K1, donc désolé pour ceux que j'ai largués, soit avec Schnorr. Et Schnorr, c'est très friendly pour TSS, ou alors avec BLS. BLS qui est un autre schéma de signature qui n'est pas encore très utilisé dans les blockchains, mais ça devrait venir. Bon, j'avais pas de doute, mais je peux confirmer qu'il est bien City. Waouh, ok. Oui, même moi je suis un peu perdu, mais je pense que la personne va être très contente d'avoir eu la réponse à sa question. Je pense qu'il va comprendre ma réponse de sa question. Bah, j'espère. Ok. On arrive sur la fin de l'interview, Charles. Des nouvelles du Stax ? Si tu as précommandé, tu as reçu un mail aujourd'hui. Mauvais élève, je ne l'ai pas précommandé. Et donc, en gros, ce qu'on a avec Stax, on l'a annoncé en janvier ou fin décembre l'année dernière. Et on a fait des précommandes pendant quelques mois, on a arrêté les précommandes. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'à Ledger, quand on fabrique des nouveaux devices, on ne fabrique pas 10, 100 ou même 1000, on a besoin d'en fabriquer des centaines de milliers, voire des millions par mois ou an. Du coup, en fait, les échelles sont très différentes et les challenges associés à ces échelles sont aussi beaucoup plus grands, beaucoup plus complexes. Et donc là, on est vraiment dans la phase de faire en sorte
que le manufacturing, enfin fabriquer ces devices, ce soit un process qui marche très bien, de manière très smooth et avec de très bons rendements pour l'ensemble de des éléments. Et typiquement là où donc là je donne vraiment des détails, l'endroit qui pêche où on arrive, c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est qu'on augmente, on n'est pas encore au niveau où on veut, c'est la qualité de nos écrans. Donc on utilise des écrans e-ink courbés, donc là il y a un peu une innovation, etc. Donc qui sont en termes du UX super. C'est très sympathique. Moi je l'utilise et c'est super cool. Tu l'utilises, t'en as un là sur toi? J'en ai pas un sur moi, mais je me promène pas avec avec mes devices. Autre question. Ouais. Mais sinon j'en ai un et je l'utilise et c'est un device super cool. Et du coup en fait la qualité de ces écrans en production, il y a certains écrans qui sortent de production qui sont pas de bonne qualité, qui ont des défauts quoi. Et tant qu'on n'a pas des bons rendements, tant qu'on n'a pas je sais pas 90%, 95% d'écrans qui sortent de l'usine qui sont de bonne qualité, on peut pas produire. Tu vois. Et du coup on est vraiment dans ce moment-là où on augmente le rendement de la fabrication des écrans. Et dès que le rendement il est suffisant, on va être capable de produire en masse. Voilà. Donc là c'est un peu pour donner les détails. On est vraiment proche de la ligne d'arrivée. Je vous avoue qu'il y a un peu, on est très pushy pour être sûr que ça sorte. Au final, on a utilisé tout le temps qu'on a eu pour vraiment peaufiner l'expérience, à la fois sur Ledger Live, avoir toutes les apps qui sont supportées sur Nano. Maintenant, elles sont supportées sur Stack. Donc là, au moment où le truc va sortir, ça sera vraiment fin prêt. Bon, on aurait aimé que ça sorte plus tôt, mais voilà, décide what it is et continuer à attendre de manière patiente. Eh bien, patient de l'avoir en main. Alors, un petit mot à propos de ceux qui mettent des ledgers en collier, en bracelet, qui se baladent sur eux. Alors, d'un côté marketing, c'est incroyable pour Ledger parce que bien sûr, c'est top. On voit des rappeurs avec, etc. D'un côté sécurité, je pense que ça doit te faire un peu mal, peut-être. Ça doit être un peu. Disons que. Je pense qu'un jour ou l'autre, tout le monde aura des cryptos et le fait de dire que tu as des cryptos, ce sera pas totalement normal. Ce sera pas vraiment une question. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Donc quand tu dis ça, tu envoies un message fort, tu dis j'ai des cryptos, venez m'attaquer. Bon après, quand tu as un device autour du cou, je sais pas. Si t'as un device avec 10 balles, bon, c'est pas très grave parce que quelqu'un qui arrive avec qui te menace, tu peux lui donner tes 10 balles, quoi. Si par contre il y a toutes tes économies, bon, tu prends un petit peu des risques. Mais bon, ça c'est un petit peu pareil qu'un mec qui se promène avec un diamant un gros diamant autour du doigt. Bon, voilà. Après, ouais. Voilà. Bon, on évite, c'est mieux d'éviter quand même. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Moi, j'aurais tendance pas à pas trop faire le malin avec ça. En plus de ça, déjà, je suis un petit peu. Les gens savent quel est mon travail, donc. Il y a raison de plus de se balader. Je vais pas tenter le diable, disons. Mais bon, après, voilà. Un nouveau produit à venir après, peut-être. Donc là, les produits qui sont sur le chemin, donc Recover là, qui va vraiment sortir d'ici peu. Stacks qui est pareil sur le chemin aussi. Après il y a pas mal de R&D en cours sur plein de sujets qui arrivent. Après donc là il y a plein de cartons. Après quels sont les cartons qui vont devenir des produits? Autre que de la sécurité peut-être? Pour l'instant, on travaille toujours un peu sur les mêmes sujets, toujours améliorer l'UX. Ça, c'est vraiment le truc qui est super important. Les trucs qu'on regarde de près aussi, c'est ce qui se passe sur les blockchains même. Donc là, sur les blockchains, typiquement sur le blockchain Ethereum, il y a beaucoup de choses assez intéressantes sur les layers 2, etc., qui nous intéressent de près. Donc là, il n'y a pas de produit direct, mais en tout cas, c'est des trucs qu'on regarde de près. Et bon, toujours le support des coins, ça reste. Typiquement, on a sorti ENS aussi récemment. Donc, je parlais de la friction que tu peux avoir en utilisant des devices. Donc, tu as les 24 mots, mais tous les trucs hexadécimales que tu signes, tu vois, c'est un truc qui est flippant en fait. T'as pas envie d'envoyer. Ça fait peur toujours. Exactement. Chaque signature, elle est OK. Bon, écoute, Ledger me dit que ça, c'est peut-être bon. Donc du coup, remplacer toutes les hexadécimaux par des trucs qui sont compréhensibles par des humains, c'est vrai que ça c'est. Et typiquement, donc là, le support de ENS, c'est une première étape qui va dans ce sens-là, mais on veut aller plus loin, faire ton carnet d'adresses, pouvoir backup ton carnet. Une liste de c'est ça. Et après, t'envoies à Charles.guillemet ou enfin celui que t'as choisi, tu vois. Et sur ton device, c'est ça qui est écrit. Envoyer à Charles directement. Hop, tu sais que son adresse elle est whitelist, tu sais que. Etc. Exactement. Bon, tu vois, il y a beaucoup de ça. Tu vois,
ça a l'air d'être des petites features, mais au final, quand tu mets tout ça bout à bout, ton expérience utilisateur est beaucoup moins flippante, beaucoup plus rassurante et beaucoup plus facile, quoi. En fait, moi, je pense qu'on est vraiment un petit peu dans l'adolescence de la crypto, de la même manière qu'on était dans l'adolescence de Internet au tout début des années 2000, où ça restait encore compliqué d'utiliser Internet. Il fallait gérer tes trucs TCP/IP dans les connexions de ton machin. T'avais ton modem qui faisait du bruit bizarre. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu là, tu vois. Bon, on a fait beaucoup de chemin déjà en fait en pas tant de temps. Parfois on a tendance à se flageller, etc. Mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, quoi. Et typiquement l'expérience d'internet que tu as aujourd'hui, elle est genre 1000 fois plus facile. Et les enfants de 3 ans, ils savent utiliser Internet, et comme les vieux d'ailleurs, comme les personnes âgées. Et c'est pas le cas pour la crypto. Aujourd'hui, la crypto c'est beaucoup pour les geeks parce que c'est trop compliqué. Et dans 1000 ans, ou dans 100 ans, ou 50 ans, l'ordinateur quantique, c'est un risque ? Bon, c'est pas les mêmes échelles de temps que tu mets en avant. Donc, l'ordinateur quantique, peut-être pour vulgariser un petit peu, c'est un paradigme de computing qui change complètement la manière dont on réfléchit. On n'a plus des bits et des 0 et des 1, et du coup, ça permet de faire des choses en parallèle et de faire plein de choses de manière plus efficace, plein de calculs de manière beaucoup plus efficace. Et il y a toute une théorie, donc en fait en partant de ce principe-là, il y a toute une théorie qui a été mise en place dans laquelle les gens ont commencé à écrire des algorithmes quantiques, etc. Et qui se disent si on a un ordinateur quantique, on est capable de faire ça, et cet algorithme casse la cryptographie. Et donc en fait quand on parle d'ordinateur quantique, on dit ça casse la cryptographie. En fait l'ordinateur quantique ça peut faire plein de choses et c'est spécifiquement plus efficace pour tout un tas de problèmes, dont casser une partie de la cryptographie. Pas toute d'ailleurs. La cryptographie asymétrique, typiquement, c'est très efficace. La cryptographie symétrique, typiquement, elle n'est pas vraiment attaquée par l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est pour poser la scène. Et ensuite, il faut fabriquer cet ordinateur quantique. Et donc là, il y a des milliards qui sont investis par plein d'entreprises et de lieux de recherche pour essayer d'en faire. Et en fait, on arrive à faire des ordinateurs quantiques avec quelques qubits. Donc si on veut comparer, c'est comme si on arrivait à faire des processeurs qui tournent à 2 kHz. Et donc aujourd'hui, je sais pas, le record doit être autour de 70 qubits, un truc comme ça. Et si tu veux vraiment casser de la cryptographie d'aujourd'hui, il faut faire des ordinateurs quantiques qui ont des dizaines de milliers de qubits. Et à chaque fois que tu rajoutes un qubit, c'est pas genre un peu plus difficile, c'est genre exponentiellement plus difficile. Pour l'instant, en tout cas, il y a un vrai saut technologique, un vrai truc à résoudre d'un point de vue technologie assez fondamental d'ailleurs dans la physique, pour essayer de passer de 70 qubits ou 80 qubits à des milliers de qubits. Et ça, pour l'instant, c'est un problème qu'on ne sait pas du tout résoudre. Donc aujourd'hui, et l'avancée qu'on a, elle est lente. Là, on ajoute un qubit par un qubit et à chaque fois, c'est vachement plus dur et c'est des dizaines de milliers de qubits. Donc là, aujourd'hui, moi, dans l'état actuel de la recherche, je pense qu'il y a un vrai verrou technologique et tant qu'on ne trouve pas un truc révolutionnaire, on ne saura pas faire des ordinateurs quantiques qui cassent la cryptographie. Donc ça, c'est vraiment... et moi, je pense, donc ça, c'est mon pari, que de mon vivant, on verra jamais d'ordinateur quantique qui casse la cryptographie. Peut-être des ordinateurs quantiques qui font des petits calculs pas très intéressants, comme on a aujourd'hui. On sait factoriser 15. Un ordinateur quantique sait faire ça. Mais le plus gros nombre qui sait factoriser, il n'est pas grand. C'est 300, je crois. Tu vois. Alors que si tu veux factoriser un nombre pour la cryptographie, tu as besoin de factoriser un nombre qui fait des milliers de chiffres. Tu vois. Donc bon, ça c'est moi ce que je pense. Après, je peux me tromper évidemment. Et surtout, en fait, je pense pas qu'il y a un moment où aujourd'hui on sait pas faire un ordinateur quantique et demain on le sait, tu vois. Il y a pas de ça en fait. Donc, si vraiment on arrive à résoudre les problèmes technologiques dont je parle, on va voir venir le truc, on va avoir le temps de s'adapter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des algorithmes de cryptographie qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. Donc, ça s'appelle PQC, Post-Quantum Cryptography. Et du coup, en fait, on aura le temps de changer tous nos protocoles pour passer à ça. Juste aujourd'hui, en fait, on pourrait dire pourquoi on le fait pas aujourd'hui ? Parce que ça coûte rien. Bah si, ça coûte un peu parce que ces algorithmes, ils sont un peu plus lourds, ils demandent un peu plus de calcul, ils ont des clés plus grandes. Et pour toutes ces raisons, en fait, on se dit que le surcoût
même s'il est pas très grand, en fait, on n'est pas prêt à le payer parce que en fait, on pense que c'est pas une menace. En fait, c'est l'industrie qui décide ça. En fait, l'industrie décide que la menace quantique, elle est tellement faible que ça vaut même pas le coup au lieu de passer 3 millisecondes à faire une signature, d'en passer 10. Bah, en fait, on veut même pas le faire parce que on pense que c'est pas une vraie menace. Bon, on gardera ton pari en... Ravi d'avoir tort. Ça fait 15 ans que je parie ça. Pour l'instant, j'ai toujours très juste. Ok. On espère qu'on viendra pas te toquer à la porte en disant « Hello, t'as raté ». Mais en tout cas, écoute, très clair. Alors en fait, Charles, on fait un petit truc sur le Crypto Daily. Chaque invité a le droit de nommer la prochaine personne à passer sur le podcast. Alors, à qui le tour ? Je vais proposer Nicolas Baca. Nicolas Baca. Qui est fondateur de Ledger et qui était CTO au tout début de Ledger. Il est super intéressant et pointu. Ça sera un super choix. Eh ben, Nicolas, on va t'envoyer un petit message. L'interview se termine. Il nous reste des petites questions rapides. Donc, c'est assez rapide, hein, une ou l'autre. On va commencer tout de suite. Fiat ou crypto ? Crypto. Bitcoin ou Ether ? Je veux dire Bitcoin, mais j'aime beaucoup l'innovation autour d'Ethereum. On prend Proof of Work ou Proof of Stake ? Parce que Proof of Work, justement. Proof of Work. Holder ou trader ? Ah non, moi je suis un holder, je sais même pas de trader, je pense que je perdrai tout. Do Kwon ou SBF ? Do Kwon, allez. Podcast ou newsletter ? Newsletter, parce que c'est plus efficace quand même. Mais j'écoute aussi pas mal de podcasts. Charles, merci d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Je tiens juste à rappeler, par souci de transparence, que je suis investisseur chez Ledger, mais que malgré tout, cette interview a été faite en tout point, tout honneur. Merci beaucoup, bonne continuation à toi et à bientôt. Eh bien merci, c'était super intéressant. C'était Charles Guillemet sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.